Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. On est très heureux de vous accueillir pour ce premier événement musical organisé par Orient 21. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, donc Orient 21, c'est un média en ligne indépendant. On y tient beaucoup, en libre accès, et qui, donc voilà, c'est notre premier événement musical, donc ce n'est pas anodin, et on est très heureux vraiment de vous accueillir à la fois pour cette table ronde et pour le concert qui va suivre à partir de 20h30 avec les artistes qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir ici pour la table ronde. Je vais commencer dans l'ordre. Ahmed Alibi, tu es instrumentiste, percussionniste, multi-instrumentiste. Tu es aussi programmateur de festivals, notamment ancien directeur du festival de Carthage en Tunisie. Qu'est-ce que j'oublie ? Non, ok. C'est déjà à côté de toi, donc Khalil Henteti, alias Khalil Epi. Khalil, tu es compositeur, pour le coup aussi multi-instrumentiste, j'y arrive. Tu es vidéaste aussi. On te doit notamment la vidéo de la musique Nashwa sur l'album Frig. Pour faire. Et donc tu as travaillé, donc tu fais de la réinterprétation, on va dire électronique et contemporaine de classiques de musique traditionnelle, notamment d'Afrique du Nord et du Maghreb. Et tu travailles souvent sur des projets avec d'autres artistes. Alors il y a le projet Flig avec Ahmed justement qu'on verra tout à l'heure sur scène pour la deuxième partie du concert. Il y a aussi le projet Aïta mon amour. Et le plus récent, je crois, Aïchoucha avec Lynn Adib. Non. Aïchoucha, c'est un ciné-concert. Maintenant, je comprends. Pas devant Zaïd. Parce que Zaïd a travaillé avec Lynn Adib. Maintenant, je comprends pourquoi elle est partie. Aïchoucha, c'est un projet solo. D'accord. À côté de toi, Zaïd... Tu peux admettre. Il a rougi, vous avez remarqué? Zaïd Hamden, alors comment te présenter? Tu fais de la musique électronique depuis, c'est pas pour te vieillir, la fin des années 90. Incontestablement, alors j'aime pas les surnoms comme ça, mais le pape de l'électro moyen-oriental, mais incontestablement un des plus grands artistes électro du Proche-Orient. Les plus vieux et plus vieilles d'entre nous dans la salle se rappellent le projet Subkills avec Yasmine Hamden, donc fin des années 90, début 2000. Et depuis, il y a eu d'autres projets. Il y a eu Berlin Burger, il y a eu l'album avec Myriam Saleh, il y a eu plein de projets. Tu travailles souvent donc, avec d'autres artistes, mais ou en solo selon tes inspirations. Et on y reviendra. Et à côté de aussi. De quoi? Il bosse avec oui, et notamment sur Berlin Burger, si je me trompe pas. Et à côté de toi, donc Layan Dib Awad, tu es chercheuse, principalement sur le Liban, et tu es membre du comité de rédaction d'Orient 21. Et tu as publié il y a 2 jours ce reportage qu'on voit sur la une justement du site Orient 21, qui a été publié justement dans le cadre de cet événement qu'on fait autour de la scène alternative arabe à Paris, et qui s'intitule À Paris, une culture politique de la fête arabe. Alors ça, je vais commencer par ça. Dans ce reportage, tu suis un peu, tu focalises, on va dire, sur des lieux à Paris qui accueillent donc des soirées de musique alternative arabe, on va dire, à Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'artistes que tu as vus passer dans ces lieux, qui sont principalement des artistes indépendants du monde arabe, qui jusque-là n'étaient jamais venus en France et qui sont venus grâce à des collectifs en fait qui se sont formés de manière indépendante dans les dernières années, surtout on va dire début des années, enfin on va dire la période post-Covid en France.
Voilà. Est-ce que tu peux un peu revenir un peu sur ces collectifs et sur les artistes qu'ils ramènent ici, à Paris, alors qu'il ne s'agit pas de grosses productions pour le coup? Le point de départ de ce travail, ça a été, on peut dire début des années 2020, un étonnement en fait de voir des artistes que moi j'avais écoutés en grandissant, des artistes de la scène palestinienne, libanaise, syrienne, des artistes indépendants, parfois on les appelle underground ou alternatifs. Moi, je ne sais pas exactement ce que veut dire ce terme, donc j'aime bien indépendant. C'est plus factuel. Qui font de l'électro, qui font des revisites de toutes sortes de formes de musique arabe, qui font du rock, et qui soudain se sont mis à se produire devant un public parisien. À l'initiative, comme tu l'as dit, de collectifs qui se sont formés tous, donc à partir de 2020, en 2021, 2022, 2023, par le constat de l'absence de ces artistes-là sur la scène parisienne. Donc, des artistes qui sont confirmés, qui ont des carrières assez longues, en fait, ou alors des genres musicaux. Par exemple, le rap levantin est un genre très développé, très politisé, très indépendant, autonome, bien structuré, et pourtant extrêmement peu représenté en France. Donc, quand je parle de levantin, à nouveau palestinien, jordanien, libanais, syrien, tout ça. Donc voilà, donc on a vu ces artistes-là arriver et j'ai essayé de comprendre comment il se faisait que la scène devenait un peu plus intéressante de mon point de vue à moi. Et en fait, ce sont des collectifs bénévoles, complètement indépendants, de gens qui ont des emplois à temps plein à côté de ce travail, qui est quand même un travail assez fatigant, qui demande aussi un certain investissement financier. Et puis, ils ont créé un public aussi pour pouvoir répondre à l'investissement qu'ils faisaient. Donc on voit ces artistes arriver et on les voit arriver dans dans un format très particulier, parce qu'en fait ils sont amenés à se rencontrer dans des programmations avec des artistes d'endroits différents du monde arabe, avec des artistes aux influences extrêmement différentes, parce qu'en fait ces artistes-là n'ont pas un très grand public à Paris. Moi, j'ai grandi en les écoutant, mais en fait, beaucoup du public qui les voit sur scène ici ne les suit pas forcément. Et donc, il y a une espèce de mélange culturel comme ça qui permet de leur aménager une place et de les ramener, de les faire découvrir ou écouter au public parisien. Voilà. Ahmed, comment tu expliques justement que les artistes dont vient de parler Laïane étaient invisibles, voire très peu visible, voire invisible à Paris jusque-là? Est-ce que c'est un manque de curiosité de la part des programmateurs de salles ou de festivals? C'est une ignorance? Il n'y a pas forcément... c'est pas évident, en fait, d'aller chercher les sources ou les plateformes pour les écouter, alors que en général, ils sont quand même disponibles sur toutes les plateformes classiques de musique. C'est une question très complexe. T'as tout ton temps. Non, parce que les raisons sont multiples. Justement, je pense qu'il y a eu un focus. C'est pour ça que j'aime bien faire un peu de chronologie, revenir un peu en arrière. Moi, je pensais que même on peut aller un peu plus loin que 2020. Je pense depuis 2011. Parce que depuis aussi les printemps arabes, et puis voilà, donc la démographie, l'immigration change. Donc forcément, les pratiques et les esthétiques aussi changent. Et il y a une grande présence de jeunes maintenant qui communiquent aussi différemment. Je pense que c'est ça aussi qui a véhiculé ces esthétiques-là d'une manière plus large. Mais je pense que la question de la programmation purement artistique, elle vient du fait qu'on programmait beaucoup de musique dite orientale, d'ailleurs, qui n'a plus de sens aujourd'hui, qui va donc du Maroc, de la musique andalouse à la musique du Moyen-Orient et musique traditionnelle. On appelait ça musique orientale jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et cette programmation, elle est des fois très... il y a de la recherche dans ce qu'on appelle musique du monde, malheureusement, ce terme qui a été après, dans les années 80, assez répandu grâce au WMAD et World Circuit et tous ces labels et tout ça. Mais je pense qu'il y a
honnêteté musicale de la part des programmateurs qui cherchaient des musiciens traditionnels issus du Moyen-Orient, du Golfe et de l'Afrique du Nord. Après, il y a aussi une sorte d'orientalisme, donc il y a aussi une esthétique qu'on cherchait pour un public, qu'on importait pour un public en Europe. Et c'est ça qui a fait qu'on ignorait aussi les autres esthétiques où les gens, on parlera plus tard, qui pratiquaient le rock et l'électro ou tout simplement du jazz, que ça existait depuis les années 60. Il y a eu un travail fait sur des groupes là récemment qui ont joué beaucoup de rock dans les années 70 en Tunisie par exemple ou à Beyrouth, etc. Et je pense que cette programmation, elle était liée, c'est international, donc musique du monde, musique traditionnelle qu'on aime bien sûr, et aussi liée à la diaspora qui a été donc l'immigration des années 60-70, donc l'immigration essentiellement d'Afrique du Nord et ouvrière, et à l'installation donc de plusieurs musiciens qui sont arrivés par la suite dans les années 80, comme Cheb Khaled, Mami, etc. Donc le raï, qui a été vraiment le style le plus répandu, parce qu'après, il y a eu des producteurs qui ont travaillé avec eux dans les années 90, 2000, etc. Mais je pense que ça, c'était lié à deux éléments importants. La géopolitique joue beaucoup dans tout ce contexte. La mixité, les politiques migratoires, la diaspora, le rôle de la diaspora, qui sont la présence de Soudanais, de Syriens maintenant en 2022, 23, 24 n'était plus la même dans les années 90. Donc moi, étudiant à Montpellier dans les années 2000, je cherchais désespérément justement des artistes issus du Moyen-Orient, parce qu'on aimerait bien écouter aussi des musiciens tunisiens. On essaie d'expliquer aux programmateurs qu'il y a d'autres choses. Maintenant, les choses changent beaucoup. Il y a l'élément Internet, les réseaux sociaux, qui est un élément très important, qui a aussi changé les pratiques de la programmation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments ensemble. Zaid Hamdan. J'ai l'impression d'être en classe, de faire la palle. Toi, tu t'es installé à Paris, ça fait quoi, 3 ans 2021. 2021, 4 ans donc maintenant. Le 16 janvier. Pardon ? Le 16 janvier. Le 16 janvier 2021, donc ça fait 4 ans. Il neigeait à l'aéroport. C'était après l'explosion du port de Beyrouth. C'était 6 mois après. Voilà. Parce qu'on ne m'avait pas laissé venir au début. On m'a dit, ton compte en banque, il y a de l'argent. Je dis, mais il y a la crise des banques au Liban, vous n'avez pas lu les infos. Alors j'ai dû aller en Turquie, passer par l'ambassade turque et faire une wasta à la française. Et comme ça, j'ai pu arriver en janvier, 6 mois plus tard. Est-ce que, en tant qu'artiste électro, tu vois une différence dans le fait d'être programmé, par exemple, dans des festivals français? Alors là, tu étais dernièrement au Printemps de Bourges. Est-ce que le fait d'être physiquement présent ici, ça change quelque chose en termes de programmation ou de production, que ce soit pour toi, en termes de penser à quel public en fait tu t'adresses, y compris en termes de mise en scène, de ce que tu présentes sur scène, ou en termes en fait d'accès en fait à ce genre de festival. Est-ce que par exemple maintenant on va tout à l'heure, en fait, Ahmed parlait des questions de migration, etc. On sait que les questions de visa constituent aussi un problème, par exemple, pour les programmations de festivals, etc. Mais est-ce que c'est juste ça, ou est-ce que le fait d'être présent permet de plus facilement interpeller des festivals ou d'accrocher plus avec des programmateurs? Moi, je suis là pour les papiers, pour la nationalité. Je veux plus qu'à un moment donné, je sois obligé d'entrer dans une zone où le voisin peut me bombarder et me tuer comme ça, par décision. Je suis venu ici parce que je veux sécuriser mes enfants. J'avais 5 000, un public de 5 000, 50 000 max. Je suis venu en France, après 1 an, j'ai 500 000, 1 million. Parce que j'ai intégré une industrie. J'ai intégré des gens qui nourrissent leur famille grâce à la musique.
Alors qu'au Liban, j'étais comme un artisan dans une petite boutique avec quelques clients et je vivais un peu à mon niveau, avec un État qui n'encourageait pas ce que je faisais. C'est-à-dire que ma musique était interdite à la radio. Et je n'étais pas sollicité à Paris parce qu'à l'époque, même l'ambassade avait fait passer un mot que ce n'était pas conseillé de me programmer pour des histoires de textes et de ce que je disais. Tu peux développer ? Tu veux que je développe cette histoire ? Oui, ça m'intéresse. C'est croustillant. Donc, j'ai des textes un peu contestataires. Et j'avais eu des petites frictions avec des officiels. Et c'est une chose que je ne savais pas. Donc, je n'étais pas programmé du tout à Paris, ni pour les fêtes, ni pour rien. Et le manager que j'ai rencontré à Paris, un jour m'a dit, oui, et quelqu'un du bureau de la culture m'a dit que tu étais sur une liste noire à un autre gouvernement, pas celui d'aujourd'hui, qu'on t'a enlevé. Mais donc, c'est une des raisons pour lesquelles tu n'étais presque pas programmé sur Paris. Ok, donc c'est aussi des raisons politiques. Oui, il y avait on voulait pas fâcher le Liban. Ça, c'est après c'est mon manager qui a appris ça. Mais juste pour vous dire que, en fait, ici, la musique est une industrie. On prend les artistes au sérieux, ils sont protégés. On comprend, enfin, de moins en moins, mais on comprend que la musique est nécessaire pour une société en bonne santé, qu'elle est aussi nécessaire que les autres domaines. Alors qu'au Liban, non, le fennen est un fennen. Il doit amuser les gens. Et puis après, si toi tu viens chez ton père, tu lui dis je vais être un fennen, tu prends une gifle, tu vois. Donc oui, je suis venu ici et directement, mon public s'est multiplié par 10. Et aujourd'hui, et je réalisais pas trop ça quand j'étais au Liban parce que je faisais mon truc. Mais aujourd'hui, mon travail arrive aux quatre coins du monde parce que ce qui est fait à Paris a une résonance mondiale. Voilà. Tu parles d'un aspect plus professionnel ici, plus d'industrie, etc. Est-ce que, Khalil, tu participes bientôt aux rencontres de musique électronique arabe qui auront lieu? Ah, ok. Je me suis dit d'où elle a l'information. J'ai mes sources. Oui, en fait, ça englobe un peu tous ces sujets-là. C'est quelque chose, en fait, parce que les artistes eux-mêmes se posent toutes ces questions depuis... Mais justement, sur la question un peu de professionnalisation, justement... C'est au-delà de la professionnalisation, parce que comme disait Zaïd, le problème, c'est que dans nos pays, cette notion de professionnalisation n'a pas de sens. Parce qu'en fait, on se bat contre quelque chose qui n'a pas réellement... Et en fait, on se rend compte que ceux qui font carrière de ces scènes-là, finalement, c'est ceux qui arrivent à arriver en Europe et puis pour qu'ils puissent développer leur carrière. Même s'il y a des exceptions. Et aujourd'hui, les exceptions, elles sont en train d'arriver. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'artistes qui sont installés en Égypte, au Liban, etc., et qui arrivent quand même à tourner un peu partout, etc., mais beaucoup plus compliqué avec les questions de visa, etc. Mais c'est vrai que c'est une scène qui a il y a un intérêt fort à cette scène-là. On le remarque aussi depuis le Covid, mais comme disait Hamid, je pense depuis aussi 2011. Et avec des propositions très intéressantes, pas que la music world, comme on la définissait dans les années 90, c'est-à-dire qu'on arrive avec des projets électroniques, mais pas juste un projet électronique qui vient un peu... qui avait un peu quand même cette vision un peu... oui, mais c'est parce qu'il vient de Tunis, donc il va faire quelque chose, ou de Liban, donc il va faire quelque chose de bien, mais à leur niveau, tu vois, il y avait ce côté un peu... ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, les propositions de la scène électronique ou musique innovatrice, on va dire, elles viennent surtout de ces pays-là, pas que le monde arabe, mais l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc. Donc, et je pense qu'au final, on rend compte ici, dans les festivals même les plus pointus, on ne parle pas juste... on parle des sonars, des nuits sonores, tu vois maintenant la programmation du Guess Who, qui est un peu les festivals un peu référence de la musique innovante. C'est que 70% de la programmation est devenue arabe, africaine, Amérique du Sud, etc. Donc il y a ça. Et pour aussi revenir juste à la question par rapport à pourquoi ça se passe, pourquoi c'est ces collectifs-là qui ramènent, je pense que c'est toute l'industrie en fait. Ça ne dépend pas que de cette scène-là. Je pense que toute l'industrie elle est en train de changer.
de la musique, et que les artistes peuvent être de plus indépendants, communiquent de plus indépendants, et les labels eux-mêmes d'ailleurs n'arrivent plus à se situer dans tout ça, parce qu'un artiste peut se développer très rapidement sans l'aide de personne, et on le voit avec le rap d'ailleurs qui est le mainstream, c'est-à-dire que la personne elle débarque et en 2 ans, en fait elle te loue le Zénith, elle te fait son concert, même si elle est égyptienne, et elle sait qu'elle peut remplir parce qu'il y a une diaspora égyptienne qui est de 2e, 3e génération, donc qui consomme la culture, etc. Donc le game a changé. Et les producteurs ici qui tenaient avant la prise de cette scène world, on va ramener le groupe congolais, on va le faire chanter dans des festivals et on va le et en fait, il y a une emprise un peu. Elle est en train de disparaître. Et donc, c'est une bonne chose, avec bien sûr des côtés négatifs, mais il y a des choses qui sont positifs. Du coup, vous diriez, enfin, et là, la question s'adresse à vous trois, en tant qu'artiste, parce que en fait, jusqu'à il y a quelques années, on avait l'impression que quand on ramène un artiste ou un groupe arabe en France, en fait, on peut le ramener pour un festival de musique arabe. On ne peut pas ramener un groupe de rock, je sais pas moi, libanais ou égyptien, dans un festival de rock. On le ramène dans un festival de musique arabe, et que là, avec justement ce que tu viens de souligner, le game qui change grâce aussi, en termes de visibilité, etc., c'est aussi les plateformes, en fait, les nouvelles plateformes qui ont changé, la visibilité, en fait, l'accès à une certaine visibilité, ou l'accès directement à un public sans passer par les boîtes de prod ou les maisons de disques, etc. Est-ce que ça, du coup, ça casse un certain monopole qui permet, en fait, justement, de faire sortir en fait les artistes du monde arabe de la programmation un peu classique et un peu orientaliste, comme disait Ahmed tout à l'heure. Genre, voilà, si tu viens du monde arabe, t'es juste bon pour les festivals de musique arabe. Bon. Qui veut se lancer sur... Bon, moi je pense que il y a aussi, c'est une question de culture, hein, parce que la France, c'est pas l'Angleterre. Ouais. Par exemple, dans mon expérience avec Natacha Atlas, les Boukak, Rachita, Ouachaklan, tout ça, il y a une scène pour ça, qui est pas tout à fait orientaliste. Justement, et Rachita, il fait du rock, il est programmé dans un festival rock. Tu vois, il n'y a pas, de ce que j'ai vu aussi à Adélaïde en Australie, ou festival de jazz à Montréal, etc. Je pense qu'en France, c'est assez particulier. Oui, c'est ça, on parle de la France. Donc après, c'est encore plus particulier en Italie, ça dépend. Mais je pense que le marché français, il était aussi, donc comme je disais tout à l'heure, il y a des gens extrêmement sincères dans leur démarche de programmation, parce qu'aussi ils ont contribué à la visibilité des artistes traditionnels. Je parle de gens vraiment qui ont milité pour ça, parce que dans tout ce qu'on dit, moi je pense qu'on est tous conscients là qu'on n'est pas en train de s'attaquer à une esthétique, on est en train juste de voir cette complémentarité, cette balance entre les esthétiques. Avant, on ne programmait que ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas et on ne creuse pas dans le patrimoine, par exemple, traditionnel, et que moi je pense sincèrement qu'il faut le protéger, qu'il faut quand même que les maîtres de musique gnawa ou les maîtres de la shabi égyptien ou du khalij, tout ça, c'est des gens qui, tu vois, on ne peut pas leur obliger le jour au lendemain de faire autre chose, tu vois. On peut s'inspirer, moi, ce que je trouvais, je parlais de ça des dernières années, ce que j'aime bien aussi dans la nouvelle scène électro, c'est qu'elle véhicule aussi du patrimoine d'une manière un peu plus... bon, esthétiquement, bien sûr, moderne, peut-être, ou innovante, mais il a une facilité aussi de communication. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à travers Khalil, ils ont connu la musique du Tatawino, du Sud, qu'il y a là dans son projet Aïchoucha, par exemple, qui est hyper intéressant. Du sud-est tunisien. Ouais, et il y a ce côté aussi facilité, il y a un côté facilité, mais bien sûr, il y a une profondeur. Mais je pense que on est tous d'accord qu'on ne s'attaque pas à la musique traditionnelle, au contraire. Et je pense les gens qui ont travaillé sincèrement sur ce patrimoine en Europe sont des gens qui ont travaillé avec beaucoup de difficultés, parce que ce n'était pas facile de programmer la musique traditionnelle dans un monde où la pop elle est assez répandue. Donc dans les grands festivals, c'est aussi ça qu'il faut valoriser, c'est qu'il y a, même dans les années 80-90,
la musique pop, elle était toujours la première à programmer dans les trans musicales, dans les vieilles charrues, etc. On a les mêmes têtes d'affiche qui tournent un petit peu. Et après, tu as des petites poches niches de musique du monde. Même dans ça, il y a eu beaucoup d'injustice, en fait. Or, en Angleterre, par exemple, je disais, il y avait autre chose. Il y avait même dans la presse, on traite un sujet, on écoute un album d'où il vient, de Bombay, de Bogota, mais c'est du rap, hip-hop, musique traditionnelle. Un jazzman de Goa, c'est un jazzman, tu vois. Il n'y a pas cette étiquette, en fait, assez... donc là, je parlais justement pour juste rééquilibrer par rapport aux années 90, Trans Global Underground, Natasha Atlas, etc. Ils ont fait quand même un travail de l'époque, avec les moyens de l'époque, avec les réseaux de l'époque, un travail d'innovation, de pratiques aussi musicales assez intéressantes. Ils ont voulu aussi casser ces clichés-là. Et voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Saïd, tu voulais ajouter quelque chose sur ce point? Non, j'avais l'impression que tout à l'heure, tu voulais prendre la parole sur cette question, sur la facilité d'accès, parce que Khalid disait le game a changé et du coup ça facilite l'accès en fait. Ouais. Enfin moi souvent j'étais invité dans le cadre de soirées thématiques avant, puis un jour j'ai été emprisonné et là j'ai beaucoup tourné dans des festivals autour de la Révolution. C'était drôle. Genre, soudainement, j'ai eu plein de bookings. Parce que on reste dans quelque chose. Ouais, donc les gens ont toujours besoin d'une case pour pouvoir raconter une histoire. Et à un moment donné, ton public est assez nombreux pour qu'on n'ait plus besoin de justifier pourquoi tu es là, quoi. Mais ça prend du temps, les artistes qui ne sont pas connus. Il faut trouver un angle, il faut trouver quelque chose d'intéressant. Genre, cette semaine... cuisine indienne, hop, c'est la spécialité, et on t'amène un artiste indien, et ça permet de découvrir qu'est-ce qu'il y a sur ce marché-là. Donc, il y a besoin de festivals à thématique, et ça permet de découvrir et de goûter à des artistes dont on n'a jamais entendu parler. Et puis, heureusement qu'on a l'Internet. Moi, j'existe surtout grâce à l'Internet. Et donc, à ce moment-là... C'était SoundCloud oui. à l'époque. Et souvent, vu que je n'étais pas programmé, je faisais mes propres soirées. Et c'est comme ça que j'ai cultivé un public. Et aujourd'hui, je peux prendre une salle et prévenir mes fans et remplir la salle. Pas besoin de 3000. C'est 200, je suis très heureux. Parce que ces 200 personnes qui connaissent bien mon travail vont venir et ils vont vraiment apprécier. Donc, il faut une histoire et il faut que l'artiste ait soif de connecter avec son public. J'ai une remarque à faire sur ce que Khalil disait. Moi, je serais moins optimiste ou positive que toi, dans le sens où... déjà, oui, je pense qu'il y a deux temporalités. Il y a celle de 2011, beaucoup plus pour le Maghreb, et pour nous, c'est plus les années 2020, parce qu'en 2019, c'est la révolution au Soudan, c'est la révolution au Liban, il y a des soulèvements en Algérie, en Irak aussi, un très grand soulèvement. Donc, nous, on a eu quelque chose aussi, ça a nourri une production musicale qui a beaucoup changé. Des rappeurs qui existaient depuis 2011, mais qui ont beaucoup changé leur travail après 2019, par exemple. Et il y a eu, juste une parenthèse, 2015 aussi, avec l'arrivée, par exemple, des Syriens, qui a aussi proposé une nouvelle offre, en fait, de lieux voilà, en Europe aussi. Oui. Bon, après, les Libanais sont hyper curieux du travail des Syriens, malheureusement. On a beaucoup de problèmes sur ce sujet. Non, mais non, moi, je pense que c'est au Liban. Mais moi, je pense que pour l'instant, il y a quand même énormément d'artistes encore qui viennent et qui ne sont pas des nouveaux, qui ne sont pas inconnus, qui sont des personnes qui remplissent des salles, qui remplissent des festivals, qui viennent en France à l'initiative de collectifs qui les rémunèrent mal. Ils acceptent des petits cachets, ils acceptent des conditions un petit peu... Il y a énormément de débrouillardise en fait dans le travail de ces collectifs. Et on a des artistes, un rappeur comme Salam, qui est un rappeur extrêmement connu, jordanien, qui peut rassembler des foules. Moi, je le vois sur même pas une scène, une estrade,
dans un lieu militant où je suis une des seules à connaître son travail, en fait. Une chanteuse comme Maïssa Dao, qui a une carrière très confirmée, qui travaille avec des bons producteurs, même d'excellents producteurs comme Loa Ili, et qui fait une première partie, une artiste et rappeuse palestinienne, qui fait partie du groupe iconique Dame, qui par ailleurs a une carrière individuelle très intéressante, qui vient en France pour la première fois il y a un mois, et qui fait une première partie dans un concert caritatif pour lequel la plupart des personnes viennent, en fait, pour l'organisation, le collectif, plus que pour Maïssa Dao elle-même. Donc, moi, je pense qu'il y a peut-être une curiosité, un intérêt, mais je ne sais pas si du côté des artistes, c'est en train de leur donner un accès, mais je pense que ça reste très lent et ça reste dans des initiatives débrouillardes, parfois complètement détachées de l'industrie. Moi, les collectifs que j'ai rencontrés ne font pas partie de l'industrie. Donc, je pense que ça va un peu plus lentement que peut-être ce que tu as décrit. Non, en fait, je suis d'accord, mais je pense que c'est la finalité sur laquelle on n'est pas d'accord. Depuis tout à l'heure où on parle, finalement, on reste... je ne vais pas dire franco-centré, je vais dire eurocentré. C'est-à-dire que, quel que soit, là, parce que il y a une réalité de l'industrie. Pour moi, il faut être pragmatique. Je peux donner d'autres contre-exemples. Les rappeurs, par exemple, je peux donner des exemples de rappeurs moins connus, de Wiley, etc., tunisiens. S'ils viennent ici, ils prennent plein pot. Ils peuvent prendre du 5 000, 6 000 euros, mais pour une simple raison. Je ne sais pas comment ils ont négocié leur contrat, mais on peut en parler. Mais tout simplement, si tu remplis une salle comme ce que vient de dire Zaid, nous, dans la musique un peu alternative, électronique, on peut remplir 300, 400, comme disait Zaid. Mais les rappeurs, égyptiens, tunisiens, marocains, ils viennent à Paris, ils te remplissent, si tu veux, même à l'Olympia. Facilement. Et la preuve, d'ailleurs, on peut y revenir après, Granditoto, c'est une preuve. C'est-à-dire que d'un coup, il est devenu un des plus streamés dans le monde. On compare même plus ça. Donc en fait, il y a deux choses. Ce que disait Ahmed, c'est que la France, c'est particulier. C'est un pays qui a basé sa culture sur la subvention. Et donc, en fait, c'est que on s'est habitué à ce que ça soit facile de programmer. C'est pas le cas en Angleterre. En Angleterre, tu remplis 20 places, t'es payé 20 places. C'est-à-dire que c'est notre logique. On veut ici être payé. Mais même moi, j'ai vécu 14 ans en France, je sais que je suis habitué. Ah non, il me faut un vrai cachet. Et l'intermittent, c'est Pôle emploi, il m'a pas bien... Mais en fait, c'est une autre réalité. De partout dans le reste du monde, il n'y a pas cette logique d'intermittence, il n'y a pas cette logique de subvention. Donc c'est une réalité. Tu viens, tu prends un petit bar. Il y a une diaspora égyptienne, t'es égyptien, tu remplis 300 places. La prochaine fois, tu remplis 600. Et si tu peux remplir 1500, Et c'est ça, en fait, finalement, la réalité de l'industrie. Donc, ce que tu me racontes, moi-même, je suis dans la même réalité. C'est-à-dire avec le projet Arrête à mon amour, il est très connu au Maroc. On peut remplir 700 places à Paris, parce qu'il y a des Marocains. On peut aller la même salle à Nancy, on remplit 4 places. Parce que peut-être que la diaspora marocaine à Nancy n'est pas la même qui n'est pas. Donc voilà, je pense que c'est lié aussi à une logique d'industrie. Mais là où je veux dire, j'essaie d'être positif, c'est que je me dis, si ça existe, et si, comme tu dis, grâce à Internet, on n'a plus besoin d'avoir un soutien, c'est-à-dire que les gens se créent eux-mêmes aujourd'hui. Tu n'as plus besoin d'un label, d'un producteur, tu peux tout faire par toi-même. Je pense que c'est le moment d'arrêter de ne plus être eurocentré, de se dire pourquoi pas ne créer une industrie aussi là-bas, de savoir aussi, de s'ouvrir un peu à cette logique de ce qui marche, c'est ce qui marchera en Europe. Alors que moi je trouve qu'il y a des projets pop, tu prends Karaoke par exemple, certes, s'ils viennent ici, ils remplissent, mais tu te poses la question, personne ne connaît, alors qu'on sait très bien, nous, que c'est des big stars dans nos pays et qui remplissent même des... Oui, c'est ça, et c'était le point de départ. C'est-à-dire des groupes comme Karaoke, justement, c'est très récent en fait de les voir à Paris, alors que c'est justement des méga stars depuis 15 ans maintenant, un peu moins. Là, la question, elle est vraiment liée à la diaspora. Parce que Karaoke, c'est connu chez les Égyptiens ou... Non, les Arabes. Oui, mais c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un marché. Là, on parle de marché, je sais que tu n'aimes pas le mot industrie, mais c'est une industrie. Tant qu'on remplit, qu'il y a il y a un chiffre d'affaires dans les salles et tout ça. Donc mais justement, en fait, ce marché-là, cette industrie, c'est-à-dire si on prend par exemple des artistes comme justement Kairouki, Faraj Suleiman, qui en fait, c'est des artistes qui jusque-là, quand ils venaient en Europe,
moi, à 3 ans, j'étais à Berlin. Je voyais des artistes à Berlin qui ne passent à Paris que depuis 1 an, en fait. Donc, il y a des artistes quand même, on va dire, voilà, indépendants de la scène ou de la scène alternative, qui, sur les 5 dernières années, ou même avant, quand ils venaient faire des tournées européennes, c'était Londres, Berlin, Amsterdam, mais ils ne passaient pas par Paris, en fait. Et il a fallu que des boîtes de prod, parfois d'ailleurs basées à Londres ou à Berlin, les programmes pour une tournée européenne et se rendre compte que justement maintenant à Paris il y a une diaspora, qu'il y a aussi un pouvoir d'achat en fait pour pouvoir se payer des billets aussi à 40 ou 50 balles pour ce genre d'artistes, et donc ils les amènent et ils font salle pleine. Donc il y a ce changement là. Oui, mais je pense que là, c'est pas très fermé comme discussion, parce qu'il y a des artistes qui sont dans le registre du jazz, comme Anwar Braham, Dafer Youssef, par exemple. Là, tu as parlé de Faraj Suleiman, parce qu'il peut faire partie des labels et des festivals de jazz. Donc, c'est autre chose. Là, quand on parle de Kairoki, par exemple, ça ne rentre pas dans la catégorie, en tout cas, ce n'est pas écouté par le public européen, par exemple. Tu as Eliana aux États-Unis, par exemple. C'est une pop star maintenant qui est écoutée par le public américain et arabe. Alors, juste pardon, mais une parenthèse, parce que c'est très intéressant les exemples que tu viens de donner. Anwar Braham, c'est de la musique instrumentale, et effectivement, et son label, il y a aussi ça, ICM, c'est catégorisé comme jazz. Faraj Suleiman, ça dépend de ce qu'il fait. S'il fait des albums de la musique instrumentale, là il est dans les festivals de jazz. S'il fait un album de chansons où il chante en arabe, là il n'est plus dans les festivals. Oui, bien sûr. Mais après il y a le facteur de la langue, le facteur aussi d'être, voilà, c'est une musique aussi destinée à des jeunes issus de là, on comprend, ça les touche exactement dans leur quotidien, tout ça. Donc c'est un choix de l'artiste aussi. Mais s'inscrire dans la scène jazz, c'est parce que c'est un bon pianiste de jazz, avec un groupe de jazz et tout ça. Donc moi, je l'ai connu comme ça, par exemple, en Grèce, il y a quelques années, il jouait avec un groupe de jazz. Je ne savais pas qu'il chantait. Et après, tu vois que sur Instagram, par exemple, dans les réseaux sociaux, il est suivi essentiellement par des jeunes. Et après, il y a aussi cet élément, Léane, c'est l'utilisation des réseaux sociaux chez nous. Dans le monde arabe, elle est assez importante aussi. Les pratiques d'écoute aussi sont liées aussi à l'utilisation des smartphones, à l'utilisation massive justement des réseaux, et je pense que ce n'est pas le cas en Europe. Mais même au-delà des réseaux, en fait, moi j'élargirais à des pratiques de rencontres esthétiques et artistiques, c'est-à-dire que dans le monde arabe, on découvre nos artistes sur YouTube et sur SoundCloud. On n'a pas ici, tous les artistes français ou européens ou américains que vous allez écouter, ils sont tous sur Spotify. Donc vous ne vous posez pas la question, vous avez Apple Music, Spotify, vous avez tout. Nous, il y a des démos indépendantes sur SoundCloud, il y a des vidéos de musique qui n'existent qu'en une seule version sur YouTube, il y a des artistes qui se lancent... Enfin, il y avait dans les années, je pense que c'est très aussi post-2011, une création alternative de gens qui n'étaient liés ni à des labels, ni à des industries, qui n'avaient pas de production. Sur SoundCloud, la richesse des propositions créatives arabes et les uns qui retravaillent le travail des autres. Par exemple, je pense au travail de Meshouar Leila, qui a beaucoup été repris sur cette appli, mais il y a des artistes beaucoup plus petits, comme Meshouar Leila aussi, qui travaillent dessus. Donc il y a un vrai... une recherche esthétique en fait plus pointue, je trouve. On tombe sur des archives, on tombe sur des choses un peu mal répertoriées en fait. Du jour au lendemain, on peut tomber sur un son de Ziad Rahben et qu'on n'a jamais entendu, alors qu'on parle d'un des plus grands aussi musiciens, compositeurs libanais. Donc je pense qu'il y a une pratique de découverte esthétique qui n'est pas la même, qui est beaucoup moins balisée. On parlait du fait qu'il n'y a pas de... Moi, je préfère parler d'artistes indépendants plutôt que de parler de musique alternative, parce qu'en fait, leur caractéristique principale, c'est pas tellement qu'ils sont alternatifs de je ne sais trop quoi, c'est surtout qu'en fait, ils n'ont pas de production, de gros labels, de grosses industries derrière eux. Donc, c'est leur indépendance financière et le courage de cette indépendance qui les caractérise, à mon sens. Et donc, ça crée... le parcours pour découvrir ces artistes qui ne sont pas balisés par l'industrie est aussi un parcours alternatif et intéressant, je pense.
pour revenir justement sur cette scène, pour rester franco-centré, justement, comme disait Khalil, et sur cette scène spécifiquement alternative ou indépendante arabe en France, une des choses que tu avais notées, Layan, enfin, notamment dans ce reportage, c'est, alors cette fois pas côté artiste, mais côté public, c'est un public très panarabe en fait. Peu importe la nationalité de l'artiste sur scène, qu'il soit syrien, égyptien, libanais, le public ne sera pas juste issu du pays d'origine de l'artiste, ça brasse beaucoup plus large que ça. Ouais, je pense que ça tient à la nature des collectifs qui se sont organisés. C'est-à-dire que les artistes n'ont pas attendu ces collectifs pour se produire à Paris. La musique arabe n'a pas attendu ces collectifs. Mais il y avait quand même un vrai manque dans l'offre culturelle. Je pense une absence de certains artistes et puis une absence plus globale d'une esthétique arabe qui soit pas orientalisante, justement, mais qui soit arabe ou qui soit de la région, quoi. Et donc, ces collectifs-là, qui sont bénévoles, qui sont pas rattachés ou mal rattachés à l'industrie de la musique, ils ont des intentions, en fait, au-delà de des intentions politiques. C'est-à-dire que leur programmation, déjà, je trouve que leurs programmations sont très intéressantes parce qu'ils font se rencontrer les artistes dans ces programmations. Un collectif libanais lance son premier événement avec un artiste très levantin et puis juste après passe à du rail, alors que les membres du collectif eux-mêmes ne connaissaient pas le rail jusque-là, ou mal. Donc en fait, il y a une volonté d'aller vers vers d'autres esthétiques de la région du monde arabe, et il y a une volonté de les faire rencontrer dans les programmations. Moi, par exemple, j'ai découvert la musique de Ahmed alors que je me rendais dans un concert qui pour moi était le concert de Tout Alt, qui est un groupe un peu emblématique de l'électro moyen-oriental. Donc il y a cette volonté-là, et donc il y a cette volonté de se faire rencontrer aussi les publics, les artistes de différents endroits du monde arabe et les publics. Et en France, il y a deux publics qu'on peut identifier. Si on veut faire une typologie, il y a le public levantin et le public maghrébin. Voilà. Pour faire court, en fait, c'est peut-être plus complexe que ça, mais c'est des publics qui avaient leurs événements de diaspora, qui avaient leurs habitudes, peut-être séparés, en fait, et qui sont en train de se retrouver, qui sont en train de découvrir les esthétiques des uns et des autres. Soit dans des programmations très variées, soit parce que les collectifs en fait vont passer d'une région à l'autre, d'un endroit à l'autre, du monde arabe, d'un artiste à l'autre. Et cette rencontre-là, elle est voulue, elle est intentionnelle de la part des collectifs, et elle crée quelque chose de très intéressant, je pense, qui ne peut pas être observé dans le monde arabe. On ne peut pas en fait ici, aujourd'hui avoir, je sais pas, des Soudanais, des Libanais, des Égyptiens dans un concert d'un rappeur algérien. Enfin, c'est difficile à réunir quand même, ce type de mixité. Ouais. Bien sûr, mais il y a quelque chose comme ça une intention de se retrouver, de créer un public plus large, un public qui n'aura pas forcément les références. Comme je disais, moi j'ai vu des artistes qui sont très emblématiques de ma culture musicale, qui ne sont pas forcément connus du public qui les a vus. Mais c'est un public qui vient pour d'autres raisons, aussi des raisons... voilà, je ne sais pas si tu veux que je développe un peu plus là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah bon, en tout cas, il n'y a rien qui est figé. Hein. C'est une dynamique... tout marche, tout fonctionne en parallèle. Là, je dirigeais et travaillais dans les journées musicales de Carthage depuis 10 ans, à Tunis, et on vit la même dynamique. C'est-à-dire que petit à petit, il y a des publics qui se rencontrent. Avant, il n'y avait pas de jam entre Libanais, Égyptiens, et Gnawa et tout ça dans le même festival. Maintenant, dans le boulevard, Beyrouth and Beyond, dans GMC, Visa for Music, il y a de plus en plus ce genre de choses aussi. Ces rencontres-là et cette ouverture vers la musique mauritanienne, soudanaise, je pense que c'est une dynamique, il ne faut pas tout... je ne pense pas que ça se passe une qu'à Paris, géographie assez restreinte. Tu vois. Après, il y a une réalité démographique qui fait que c'est plus facile forcément à Paris. Je veux dire, ne serait-ce que d'avoir une rencontre entre des ressortissants de pays arabes et par exemple les Palestiniens de 48 qui déjà n'ont pas accès à la plupart des pays arabes, par exemple. Donc ça facilite les choses. Juste, Zaïd, comme tu disais tout à l'heure, depuis ton installation à Paris, tu as pas mal élargi ton public. Est-ce que justement, est-ce que tu as une idée justement sur le nouveau public ou ce public plus large que tu touches aujourd'hui ?
J'ai joué au Petit Bain il y a 2 ans. J'avais invité El Ras. Et mon manager est venu. Il me dit, mais tu sais, j'adore, c'est rempli cette salle, elle est bien, c'est bien, mais il y a trop de blancs, il me dit. Il y a trop de blancs. Je regarde la salle et ils étaient blancs, mais beaucoup d'arabes. Et je me dis, ah ouais, ça me plaît pas. C'est pas trop cool en fait. Je suis content, bien sûr, que tout le public, mon public, ceux qui connaissent ma musique, mais je suis à Paris. Donc quand je fais une salle qui est toute blanche, j'adore les blancs aussi, mais je sens que j'ai raté un peu, tu vois. J'aimerais bien voir une salle qui ressemble à Paris, où il y a un peu de tous les gens, et je me dis, ah, j'ai réussi à attirer un public qui n'est pas forcément familier avec la musique arabe, mais un public qui aime la bonne musique, tu vois, et que ça soit un peu, que ça ressemble à mon quartier. J'habite juste derrière. C'était une très bonne remarque. Son manager, il s'appelle Valentin, on tourne à Valentin Langlois, il est français de chez Français, et lui, il manage mon groupe, il manage des groupes congolais, et ça l'a choqué. Il était, waouh, c'était une belle soirée, mais ton public n'a pas la mixité d'un groupe qui a un vrai succès. Ça, c'est une très bonne remarque. Je pense que il faut... Combien je déteste les passeports, les pays, les frontières, les machins, les catégorisations, artistes arabes, artistes levantins, artistes Borrol, Outfine et Wahmous. Il faut qu'on arrive à attirer les gens de façon hors... c'est comme au Liban, on essaye d'effacer la religion de nos cartes d'identité parce qu'avant on nous tuait. Ah, t'es druze, bam, tu vois. On aimerait bien arrêter de labelliser les artistes par rapport à leur langue ou à leur culture et essayer de trouver une façon frontale. C'est l'idéal. C'est romantique. C'est romantique. C'est très romantique. Donc ce qu'elle dit, Léane, est vrai. Oui, parce que je disais, on a besoin d'une histoire, on a besoin de... Ou alors on peut se dire aussi que tout en assumant d'où l'on vient, qui sont les gens, enfin ne pas avoir touché un public plus je veux le répondre. Je pense que je peux, si je peux me permettre, bien sûr, monsieur. Je passe pour le romantique. Non, mais je pense que c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est gratuit. C'est-à-dire que si on en est là aujourd'hui et que c'est vrai que je trouve il y a une certaine revendication assez chauvine de cette scène-là, de l'identité et de la question, mais elle est beaucoup liée au manque, etc. Et surtout aussi à un écrasement de certaines choses. C'est-à-dire, et c'est un sujet, d'ailleurs, je pense que c'est un des sujets centraux de ce débat, c'est la question même de la réappropriation de nos musiques, au final. Quand tu écoutes ce qui a été fait dans la fusion, etc., c'est qu'on remarque que la musique arabe, elle a pris ses codes de la musique américaine, finalement, et c'est ce qui a... C'est-à-dire que aujourd'hui, la scène la plus importante, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. C'est-à-dire que je me dis, quand je regarde un groupe libanais, tunisien, arabe, que ce soit du rap ou du rock, et je regarde en mutant, par exemple, un clip, je vais voir les mêmes codes du rap comme ça, qui viennent de quelque part. Quand ils naissent à Atlanta, ils viennent pas de nulle part, les danses. Mais nous, on est en train de reproduire les choses. Et c'est peut-être là que le changement est en train d'opérer. C'est-à-dire qu'il y a une scène arabe qui a existé pendant 20 ans, qui a fusionné la musique à du rock, etc., mais qui a pris beaucoup des codes de la pop américaine et de la pop européenne. Donc en fait, ils sont restés quand même, ça reste de la pop, enfin, c'est du R&B arabe. Quand tu fais du R&B aux États-Unis, tu dis pas que c'est du R&B, tu dis que c'est de l'R&B. Quand c'est de l'R&B, on doit spécifier parce que, et je pense que il y a une scène qui est encore peut-être pas aussi imposante, mais que des artistes intéressants, les Liliane Chlela, les Dina Abdelouahed, les Glitter, tous cette scène-là, qui est en train d'essayer d'invoquer aussi Trifaz dans leur musique aussi, on se détache aussi de ça. Finalement, l'objectif, c'est juste d'apporter une richesse pour aujourd'hui, moi, quand j'écoute la musique, j'ai l'impression que tout se ressemble. Que ce soit un groupe coréen, un groupe libanais ou un groupe américain, quand ça fait du rap, c'est les mêmes, plus ou moins, codes de trap qui viennent d'Atlanta. Oui, ça, c'est le côté mondialisation. Alors, okay, très bien, parce qu'il reste 5 minutes, je crois. Oui, et je voulais lancer Khalil aussi sur notre question. Est-ce que les invités vont poser des questions? Comme on a commencé avec 5 minutes de retard, on leur donnera 5 minutes de questions. Mais
Mais vas-y, Ahmed, et puis j'avais quand même une question à positive à parce poser. que Oui. c'est bien tout ça. En tout cas, sache que il faut surtout pas tomber dans les nationalismes les plus. Voilà, c'est pas l'objectif du tout, du tout. C'est vraiment c'est juste une réaction. Pour, réaction et pour. Il faut le dire, on a beaucoup souffert des clichés. Mais vraiment, moi, percussionniste. Quand je joue avec un projet comme avec Amel Matlouti, tout ça, ils voulaient absolument qu'il y ait la darbouka parce que sinon ça ne sonne pas arabe. Je me rappelle très bien, et c'était des producteurs et tout ça, label. Et quand on a sorti l'album, l'article le plus important, c'était entre le club et le cabaret. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis le club et le cabaret. Bien sûr. Ça, c'était mon meilleur article d'ailleurs. Oui, c'est de même que voilà, si on a un groupe de rock qui chante en arabe, ce sera entre tradition et modernité. Donc la modernité, c'est la musique, la tradition, c'est la langue. Moi, la note positive avec laquelle je voulais terminer, c'est que les dernières années, il y a aussi quelque chose de positif aussi dans les festivals ici. Et on le voit d'ailleurs, Khalil est peut-être d'accord, au Sud Arles, la Friche à Marseille, etc., etc. Il y a de plus en plus de directeurs de festivals qui se déplacent maintenant, qui voient, qui programment. Et j'ai vu là dernièrement là, à Bab el-Med, il y a un festival en Lozère qui s'appelle Détour du Monde. C'est un tout petit festival à Chanak. Et le programmateur, il avait Aïssa Amelias qui fait de la musique électronique palestinienne. Et ben, il l'a programmé. Il y a quand même une évolution. Et ça, c'est aussi grâce à ces échanges-là et ces rencontres. Donc bon, il y a moi, quand j'ai l'impression, quand même, quand on va au Mapas à Tenerife, de voir des Colombiens parler, c'est exactement la même chose. La musique colombienne en Espagne, la musique hispanique, en tout cas latine et tout ça, il y a la même révolution, il y a les mêmes changements de plus en plus, et je pense que c'est une dynamique plutôt positive et mondiale. Juste avant de donner la parole à la salle, si jamais il y a des questions, moi j'avais une autre question en fait à poser à Khalil par rapport justement à ce rééquilibrage, parce qu'on parle voilà monde arabe par rapport à la France, mais justement il y a aussi ce rééquilibrage qui se fait entre Proche-Orient et Maghreb, et typiquement, enfin on sait que historiquement il y a, on va dire, une certaine domination culturelle du Proche-Orient parce que historiquement il y avait une industrie musicale égyptienne, libanaise, etc., qui était très écoutée au Maghreb, et que on s'en foutait un peu de la musique maghrébine qui était peu connue en fait dans le sens inverse. Là aujourd'hui, par exemple, avec les projets que tu mènes, Khalil, sur on a dit, enfin c'est plutôt des morceaux de la musique traditionnelle, donc c'est de l'électro sur des morceaux de musique traditionnelle tunisienne, marocaine, etc. Et ton public n'est pas que maghrébin, évidemment. Donc, ça rééquilibre quand même des choses aussi à ce niveau-là. Non, mais comme disait Ahmed, on n'est pas dans une confrontation. Oui. Pas du tout. J'ai peut-être l'air, mais pas du tout. Au contraire, moi, comme je disais, c'est quelque chose d'un constat personnel. Et vraiment, je dis pas ça pour faire genre, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis mélomane, c'est-à-dire avant d'être musicien, je suis mélomane, j'écoute peu. Et à un moment donné, sur Spotify, je le dis, je me faisais chier. C'est-à-dire que quel que soit ce que j'écoute, j'avais l'impression que c'était la même chose. Il y a des choses que je peux apprécier pour certaines choses, mais en tout cas, la sonorité était la même. Et je pense... Et aussi, le constat qu'on s'est vu, c'est que, comme disait Zaid, on a envie de mettre les choses dans les cases. Moi, en fait... Bien sûr, c'est pour faciliter, je fais de l'électro, machin, ou un truc comme ça. Aujourd'hui, quand on essaie, par exemple, Arrête à mon amour, de nous dire qu'est-ce que vous faites comme musique, parce qu'on veut nous dire électro-rock, Arrête à machin. Je leur dis, je fais de la Arrête en 2025. C'est-à-dire que j'ai passé du temps à essayer d'apprendre une très certaine... Est-ce que tu peux juste, pour les gens qui ne connaissent pas... L'Arrête, c'est un genre maroco-marocain qui existe du coup au Maroc et qui est chanté par des chirats et qui est un genre très spécifique au Maroc qui n'existe pas ailleurs. Et donc, ma collaboratrice sur le projet qui s'appelle Ouided Mjama et a voulu monter un projet autour de cette musique-là, et elle est partie apprendre les textes, essayer de définir ce que c'est, etc. Et on a passé beaucoup de temps à comprendre l'essence de cette musique avant de s'y attaquer et de comprendre les rythmiques, ce qui finalement représente une musique, parce que c'est juste s'il faut faire de la techno et se poudrer ça avec de la voix arrête, c'est-à-dire que ça fera disparaître un jour cette musique. C'est vraiment ce constat-là le problème. Bref, c'est-à-dire que c'est vraiment dans une envie que la musique persiste et existe et que ça reste riche, c'est-à-dire qu'on ait la possibilité d'écouter des choses différentes et de pas un jour se réveiller avec... comme pour tout, en fait. On s'habille tous comme pareil. Je ne vais pas rentrer dans ce truc. Contre une mondialisation et une uniformisation de la musique. Mais sans conflit. Oui, bien sûr.
et sans frontières. Comme on a commencé avec quelques minutes de retard, s'il y a une ou deux questions, max, dans la salle. Sinon, on peut arrêter. Ça, c'est une question que nous posons à la salle. Bon, eh bien, merci beaucoup à vous quatre. Merci au public. Et on vous donne, restez dans les parages, donc on vous donne rendez-vous dans 1 heure, 20h30 pétante, sur la scène, donc en bas, pour la suite, le concert, avec donc Zaid Hamden en première partie. Alors, c'est pas première partie avant, enfin voilà, c'est juste du 50-50. Zaid Hamden, et ensuite Flig avec Ahmed Ali et Khalil, et puis en deuxième partie. Merci à tous les quatre.